et plein écran. Voilà, donc on va démarrer cette troisième séance sur la complexité et on va aller encore un cran plus loin par rapport à ce qu'on avait vu les fois précédentes. Donc les fois précédentes, qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu expérimentalement qu'il y avait des temps d'exécution qui pouvaient varier de manière assez importante, c'est-à-dire qu'on avait des ordres de grandeur qui étaient vraiment différents suivant les fonctions et donc les algorithmes qu'on avait implémentés. Et puis dans le deuxième cours, ce qu'on avait vu, c'était comment évaluer la complexité d'un algorithme, d'une fonction, d'un point de vue théorique. Et en particulier, on avait vu les notations en grand O et en oméga et en θ qui permettent d'exprimer les ordres de grandeur de la complexité d'une fonction. Et on avait vu que c'était ça qui était important. Alors, jusqu'à présent, on s'était amusé avec des fonctions, d'accord? Mais en fait, ce qu'on va voir maintenant, c'est que les différentes fonctions qu'on a pu implémenter servaient essentiellement à prendre des décisions. Par exemple, est-ce qu'un entier est premier ou est-ce qu'il n'est pas premier? D'accord? Est-ce qu'un nombre est pair ou impair? Et donc, ça nous amène à la définition d'un problème de décision. Donc un problème de décision, c'est un problème qui peut être posé comme une question pour laquelle la réponse qu'on va donner est soit oui, soit non. Donc un problème de décision, c'est pas trouver la meilleure solution qui permet de. Parce que la réponse serait une solution, ça serait pas oui, ça serait pas non. D'accord? Par contre, est-ce que le nombre 37 est premier? Ben ça, c'est un problème de décision parce qu'on va répondre par oui ou par non. Et donc, quand on a un problème de décision, on va essayer d'avoir une méthode de résolution. Donc, c'est ce qu'on appelle un algorithme, ça on l'a déjà vu. C'est un ensemble d'étapes qui doivent être formelles, clairement définies, et pas forcément implémentées, pas une implémentation, une réalisation, mais vraiment d'un point de vue formel et théorique. Une fois qu'on a exprimé tout cela, on peut voir qu'un problème de décision qui peut être résolu par un algorithme, on va dire qu'il est décidable. C'est-à-dire qu'il existe un algorithme qui va vous donner cette réponse. Et ça implique qu'il y a des problèmes de décision pour lesquels il n'y a pas d'algorithme qui vous permettra d'obtenir votre réponse. Alors, un exemple de problème qui est indécidable, c'est de savoir si un programme va terminer ou non. Quand on regarde les fonctions que vous avez créées jusqu'à présent, on peut assez facilement se convaincre s'il va y avoir une boucle infinie ou si elle va bien se terminer. Et puis généralement, la preuve ultime, c'est qu'on va exécuter le code. Mais là, ce que je dis, c'est si on donne n'importe quel programme à notre algorithme, est-ce que notre algorithme sera capable de décider s'il termine ou non? Et la réponse, c'est non. Il n'existe pas de tel algorithme. Donc il y a vraiment des opérations, des questions que vous pourrez vous poser pour lesquelles un ordinateur, un algorithme, ne sera pas capable de donner une réponse. Un problème d'optimisation, qu'est-ce que c'est? C'est une variante d'un problème de décision, trouver la meilleure solution parmi toutes les solutions possibles. Voilà. Généralement, un problème d'optimisation, ça se présente de la manière suivante, c'est-à-dire qu'on a un énoncé, donc bien sûr c'est du texte en langage naturel, et ce texte doit exprimer clairement ce que vous souhaitez faire. Et ça c'est très compliqué parce qu'en langage naturel, le langage humain, il est toujours ambigu. D'autant plus qu'on a des camarades qui sont à distance actuellement. Si je prends quelqu'un dans la promo et je lui dis tiens, William, t'as une tête de vainqueur. Voilà, suis-je ironique ou pas? Et les gens qui m'ont vu là ont vu que j'avais un regard affirmatif. Mais par contre, ceux qui sont à distance ne peuvent pas savoir si j'étais affirmatif ou, au contraire, ironique.
Et donc ça, c'est typiquement le genre de choses qu'il ne faut pas mettre dans un énoncé, parce que s'il y a une ambiguïté, eh bien, ça pourrait être mal interprété, et donc l'énoncé sera détourné. Alors, une fois qu'on a un énoncé, il faut aussi déterminer un ensemble de critères. Alors ça, c'est quelque chose qui est essentiel et que vous avez souvent tendance à négliger. Par exemple, quand on va prendre 2 algorithmes de tri, et que je vous demande lequel est le meilleur, qu'est-ce que ça signifie ? Ça pourrait être le meilleur, c'est celui qui s'exécute le plus rapidement. Ça peut être celui qui consomme le moins de mémoire. Ça pourrait être celui qui, même si on l'interrompt en plein milieu, au moins la partie qu'il aura traitée sera réellement triée. Vous voyez, il peut y avoir plusieurs critères d'optimisation. Voilà. Donc, il convient de toujours définir clairement les critères d'évaluation, parce que si on ne parle pas du même critère d'évaluation, eh bien, on ne va pas pouvoir comparer de manière honnête les choses. Et ensuite, vous devez avoir un objectif. Alors, par exemple, trouver la solution de taille minimum. Il ne suffit pas d'avoir une solution. Il faut avoir la solution de taille minimum. Et c'est ça votre objectif. Un objectif, ça pourrait être de vouloir trier un tableau. Ça, c'est très clair. On s'arrête quand le tableau est trié. Et ensuite, vous avez un ensemble de possibilités. C'est vrai qu'un tableau, on pourrait considérer les n factorielles permutations de ce tableau. Et parmi toutes ces possibilités, on va chercher les tableaux qui sont triés. Bon, ça évidemment, ça serait trop complexe, et on a mis en place des algorithmes qui permettent de calculer la chose intelligemment. Mais l'ensemble des possibilités est bien là. Alors, des exemples de problèmes d'optimisation, déterminer le plus court chemin en temps, par exemple, ou en distance, hein, ça dépend du critère d'évaluation, justement, permettant d'aller d'un point A à un point B. Comment placer des caméras aux intersections d'un rayon d'un supermarché tout en minimisant leur nombre. Ça a l'air presque trop précis. Ça, en fait, c'est le problème du vertex cover sur lequel j'ai fait ma thèse. Et enfin, colorier les pays d'une carte de sorte à ce que 2 pays qui partagent une même frontière autre qu'un point, donc une vraie frontière, ne soient pas de la même couleur. Et votre objectif, c'est de minimiser le nombre de couleurs. Vous devez comprendre aussi une autre chose, c'est que là, vous êtes à l'université. Donc chaque fois qu'on va vous donner un énoncé, vous aurez un véritable énoncé. Mais dans la vraie vie, c'est pas ça qu'on a. Parce que vous allez avoir un marketeur qui va avoir une idée lumineuse, qui va discuter avec un gestionnaire, qui vont discuter avec votre N+2, qui va en rediscuter avec votre N+1, et puis à la fin, on va dire, ouais, il faudrait un truc qui fasse ça, grosso modo. Très imprécis. Et vous allez devoir prendre ce qui a été exprimé d'un point de vue pratique, et vous allez devoir l'exprimer mathématiquement en modélisant le problème. Vous allez devoir extraire le modèle depuis la description qui en a été faite. Voilà. Bon, évidemment, si vous passez à côté de ce qu'on vous demande de faire, eh bien, la résolution va être extrêmement compliquée. C'est-à-dire que quand vous êtes face à un problème, si vous arrivez à correctement le modéliser et que vous êtes capable de l'exprimer extrêmement clairement et facilement, c'est le signe, généralement, que le modèle que vous avez utilisé est correct. Alors évidemment, pour calculer, il faut des données. La phase de récupération des données dans la vie réelle, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Un exemple dont j'ai déjà parlé précédemment, on est en période de crise sanitaire, et avec un étudiant de master, pendant le confinement, on a souhaité faire du machine learning sur les symptômes des patients atteints du Covid. Notre objectif, c'était, à partir d'une description des symptômes, essayer de prédire si oui ou non le patient avait le Covid ou pas. C'était encore à l'époque
où on n'était pas sûr qu'il y ait beaucoup d'asymptomatiques, etc., etc. L'objectif derrière ça, c'était, si on arrive à prédire qu'une personne a le Covid, ça ne sert à rien de la tester. C'était pour minimiser le nombre de tests qui, à l'époque, je vous rappelle, étaient très peu disponibles. Mais pour ça, il fallait qu'on ait à disposition les symptômes des patients qui arrivaient à l'hôpital pour pouvoir faire apprendre à notre algorithme ce qui étaient les symptômes du Covid, ce qui n'était pas les symptômes du Covid. Les médecins gardent ces informations-là, pas jalousement, mais disons qu'ils s'enquiquinent à récupérer les données. S'ils s'embêtent à récupérer les données, c'est pour les exploiter scientifiquement, eux aussi. Mais des données qui ont déjà été diffusées ne peuvent pas être rediffusées à nouveau. Et donc il y avait un conflit entre si moi je publie, vous ne pouvez pas publier, donc du coup, je n'avais pas accès aux données. Alors, j'ajoute une autre chose, c'est que, dont on s'est rendu compte par la suite, les données, les symptômes qui ont été recueillis sur les patients qui ont été atteints du Covid, ces symptômes, ils ont été remontés par des médecins. Et les médecins ne sont pas des informaticiens. Donc, ils ont l'habitude de gérer les informations médicales comme des médecins. Et par exemple, on a eu un fichier Excel avec à l'intérieur une colonne force de la fièvre. Et il fallait dire s'il y avait une forte fièvre ou si elle était plutôt modérée. Et là, on a posé la question. Qu'est-ce que c'est qu'une forte fièvre? Est-ce que c'est supérieur à 40? Ah, mais non, mais ça, c'est laissé à la libre appréciation du praticien. Et donc, en fait, les données qui sont saisies, les données qui ont été saisies par les médecins, n'étaient pas les données les plus propres qui puissent exister, parce qu'il y avait déjà eu une interprétation des données, et pas forcément dans le bon sens. Alors finalement, le travail qu'on a fait sur l'apprentissage pour déterminer si les personnes avaient le Covid ou pas, n'a pas du tout fonctionné, parce qu'on n'avait pas assez de patients atteints du Covid par rapport au nombre de malades total qu'on avait réussi à récupérer. On avait, par exemple, je crois, réussi à obtenir 4000 patients en tout, et parmi ces 4000 patients, on n'avait qu'une centaine de cas de Covid. Donc, du point de vue de l'apprentissage automatique, c'était pas bon du tout. Voilà. Mais donc, récupérer les données, c'est un vrai travail à réaliser, et c'est pas simple du tout. Alors aussi, je vous ai dit, on va modéliser le problème. Il faut être conscient de ce que c'est qu'un modèle. Un modèle, c'est une simplification de la réalité. Donc, le modèle, c'est une version appauvrie de la réalité. Un modèle, par essence, n'est pas la réalité. Mais par contre, ça permet de faire des mathématiques dessus et de faire des prédictions. Et d'ailleurs, la démarche scientifique des astronomes, c'est vraiment ça. Ils prennent les équations du modèle de la relativité générale, ils les poussent à l'extrême et ils font une prédiction. Tiens, ça, il va se passer ça dans telle circonstance. Ensuite, ils essayent de vérifier si ça se passe ou pas. Si ça se passe alors qu'ils l'avaient prédit, tout va bien. Ils ont confirmé le modèle. Si au contraire, ça ne se passe pas exactement comme ils l'ont prédit, ça signifie que le modèle n'est pas parfait. Donc, ils reviennent en arrière, ils en parlent avec d'autres équipes et ils essayent de trouver un patch au modèle pour l'améliorer. Et alors évidemment, quand vous allez modéliser votre problème, il y a plusieurs moyens, méthodes pour modéliser. Plusieurs modèles peuvent cohabiter. C'est-à-dire, toi, tu vas me proposer un modèle et puis tel autre étudiant va me proposer un autre modèle. Et quand on va les comparer, les deux fonctionnent, mais ce n'est pas les mêmes modèles. Alors, lequel est le bon? On revient au slide précédent. Ce qui se conçoit s'énonce clairement. En fait, il y a des modèles sur lesquels les preuves, les démonstrations que vous allez vouloir réaliser vont être beaucoup plus simples que sur d'autres. Et alors, une fois que vous avez clairement défini votre problème et que vous avez modélisé les choses,
eh ben, il va falloir trouver une méthode de calcul, donc un algorithme. Donc si vous avez bien suivi les cours précédents, vous comprenez que l'algorithme qu'on va choisir, on va essayer d'avoir la complexité minimum possible. Le θ de votre algorithme va devoir être le plus bas possible. Et ensuite, une fois que vous allez avoir un super algorithme, ben, il se trouve qu'un algorithme peut produire plusieurs solutions. Et alors, il ne suffit pas de dire, bah, il m'a retourné telle solution, je la jette, voilà, tenez, c'est celle-là, et le client est content. Si on a un ensemble de solutions, alors on va les examiner, parce que quand on va avoir plusieurs solutions, peut-être qu'il y a des facteurs qui n'avaient pas été énoncés, qui vont devoir être pris en compte. Par exemple, si vous avez une flotte de véhicules qui doit passer chez un ensemble de clients, vous essayez de minimiser quoi? Le coût. Quand vous essayez de minimiser le coût, vous allez minimiser, par exemple, la durée de trajet, parce que la durée est proportionnelle, enfin, est liée au salaire des gens qui vont être, des livreurs. Et puis, vous allez en même temps minimiser la distance parcourue, parce que plus la distance est faible, moins vous dépensez de carburant. Et alors, s'il y a plusieurs solutions possibles, laquelle choisir? Je ne sais plus s'il s'agit d'UPS ou de FedEx, mais il y a une entreprise américaine qui a remarqué qu'il y avait une plus grande probabilité d'accident lorsqu'on tournait, je ne sais plus si c'était à droite ou à gauche. Voilà. S'il y a un accident, ça ralentit la livraison, c'est dangereux pour les salariés, et puis il faut réparer le véhicule, donc ça va l'immobiliser. Concrètement, un accident, ça coûte de l'argent. Donc une fois qu'ils ont trouvé les trajets qui étaient les plus courts, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils ont sélectionné les trajets qui minimisaient le nombre de fois où ils tournaient à gauche ou à droite, je ne sais plus. Voilà. Mais ce critère est arrivé après, et c'est parce qu'on avait plusieurs solutions qu'on a pu les analyser. Enfin, le jour où vous allez confronter à un vrai problème issu de la vraie vie, et que vous serez dans une entreprise, et que vous allez calculer la solution optimale, vraiment, vous avez tous les arguments pour dire que cette solution-là est meilleure que toutes les autres. Rappelez-vous toujours que ce n'est pas vous qui allez prendre la décision finale. La personne qui va prendre la décision finale, c'est quelqu'un qui a des responsabilités au-dessus de vous. Et cette personne va intégrer, certes, vos remarques scientifiques, mais lui, il va devoir prendre en compte aussi la politique. Alors la politique au sein de l'entreprise, parce qu'au sein d'une entreprise, entre les services et Game of Thrones, on ne va pas se mentir, mais aussi avec des concurrents, parce que par exemple, si vous optez pour une certaine stratégie, tel autre concurrent pourrait se sentir agressé. Et une guerre commerciale, ce n'est pas forcément bon. Donc on va peut-être prendre une autre solution qui fait que c'est un autre concurrent qui va se sentir agressé, mais comme lui il est tout petit, on s'en fiche. Vous comprenez les choses? Donc il y a toujours un aspect politique à la décision finale, et donc je dis ça pour vous préparer au jour où vous aurez obtenu une vraie solution parfaite. Ne soyez pas vexés si ce n'est pas la solution qui est retenue, parce que la première fois, on le prend personnellement, mais en fait, ce n'est pas du tout personnel, c'est juste qu'il y a d'autres aspects et qu'il n'y a pas que la science. Alors, pour vous réveiller, je vous propose de jouer. Parce que c'est bien de jouer. On va jouer à Eternity. Alors, Eternity 1, c'était un puzzle qui était considéré comme le plus dur au monde. Et certaines personnes pensaient même qu'il était impossible à résoudre. Alors, le constructeur, le fabricant du jeu, a bien sûr affirmé que non, il n'était pas impossible à résoudre, vu que eux, ils l'avaient fabriqué. D'où mon presque impossible à résoudre. Alors, il est sorti en juin 1999. Je vous ai mis là la solution et la forme des pièces. Vous voyez que les pièces
ne s'emboîte pas comme un puzzle normal. Et il y avait un prix d'1 million de dollars si quelqu'un trouvait la solution dans les 4 ans. Et c'est en 2000 que 2 mathématiciens de Cambridge ont trouvé une solution. Alors, je n'ai pas le détail de la manière dont ils s'y sont pris. Ce que je sais, c'est qu'ils ont fait une analyse statistique des formes des pièces et qu'à partir de là, ils ont trouvé un biais. Ils ont trouvé un biais dans la forme des pièces et que donc il y avait des pièces qui ne pouvaient pas s'emboîter avec d'autres, que d'autres pièces devaient forcément être emboîtées avec telle autre. Ils ont fait des paquets de pièces, etc., etc. Et ils ont réussi, grâce à un outil informatique, à trouver une solution. Donc ils ont gagné le prix d'1 million de dollars. Voilà. Mais sachant que si on avait dû tester toutes les possibilités, il y en aurait eu 10 puissance 500 des possibilités. Donc, vous avez bien vu sur les cours précédents que d'un point de vue combinatoire, c'est inatteignable. S'il n'y avait pas eu ce biais statistique, ce n'était pas possible. Mais bon, ils ont trouvé la solution et maintenant elle est connue. Ce problème n'a plus d'intérêt. J'ai mis Eternity 1. Vous imaginez que ça signifie qu'il y a Eternity 2. Je vous ai dit qu'ils ont trouvé un biais statistique sur les formes des pièces. Quand ils ont fait la version d'après, ils se sont dit, mais et si on virait les formes des pièces? Si toutes les pièces avaient exactement la même forme? Alors, c'est pas Eternity 1 créé par... voilà, c'est Eternity 2, bien évidemment. Cette fois-ci, 2 millions de dollars. Si jamais quelqu'un arrivait à le résoudre avant 2011. Alors, c'est pas ça le puzzle. Ça, c'est une version 4 par 4, avec 16 pièces seulement. Le vrai, il y a 256 pièces. C'est pas énorme, hein? C'est 16 par 16. Toutes les pièces sont carrées, et vous voyez que chaque pièce est divisée en 4 triangles. Et chaque triangle, par exemple, si on prend cette pièce-là, on a un triangle qui est gris, un autre triangle gris, un triangle orange avec une demi-croix, et un triangle bleu avec une demi-fleur. Et chaque pièce est comme ça, composée de 4 triangles, chaque triangle ayant un motif. 2 pièces n'ont le droit d'être posées côte à côte que si elles partagent le même motif. Sachant que les triangles gris doivent se situer sur la bordure extérieure. D'accord ? Donc, moi, je peux vous dire que quand j'ai vu que ça, c'était un des puzzles les plus durs au monde, je l'ai commandé à Noël. Hein. Donc, j'ai mon plateau de jeu à la maison et je n'ai jamais réussi à le résoudre, évidemment, parce que sinon, je serais millionnaire. J'ai embarqué des étudiants dans cette aventure, parce que chaque année, j'en parle, chaque année, ça passionne des étudiants, et on a regardé différentes choses. Alors avant de vous dire ce que nous, on a essayé de faire, combien est-ce qu'il y a de possibilités de placer les pièces sur le plateau? On a 256 pièces. Donc, la première case, on va avoir 256 possibilités. On va prendre l'une de ces possibilités, et donc sur la deuxième case, on aura 255 possibilités. Et puis sur la troisième, 254, et 253, 252. En fait, on a 256 factoriels manières d'affecter les pièces sur le plateau. Mais, quand on revient, regardez, cette pièce-là ici, celle-là, elle n'est pas sur le bord, mais on peut lui faire réaliser une rotation. Chaque pièce peut être dans 4 positions différentes, vu qu'elles sont toutes carrées. D'accord ? Donc, comme chaque pièce peut être dans 4 positions différentes, ça nous fait, ça nous fait un nombre très important. Je crois que je me suis trompé dans ma formule. D'accord ? C'est 256 factoriel fois 4 puissance
256. D'accord? Donc ça, c'est un nombre avec plus de 600 chiffres. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est, mais c'est inatteignable. Si on prend juste un puzzle qui serait 4 par 4, d'accord? Donc celui que je vous ai montré tout à l'heure, et qu'on compte le nombre de combinaisons que cela peut donner, ça nous donne ça en nombre de combinaisons. Je ne vais même pas faire semblant d'essayer de vous lire ce nombre. D'accord? Donc 1, 2, 3. Donc ça, ici, c'est les milliards. Ça, c'est les milliers de milliards, les millions de milliards, les milliards de milliards. Bon, vous comprenez que c'est un nombre qui est gigantesque et que rien que lister toutes les combinaisons, c'est tout simplement impossible. Mais, ok, on a beaucoup de solutions, de permutations possibles. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, quand on prend un algorithme de tri, pour un tableau de taille n, on a n factoriel permutation des valeurs. Donc c'est aussi extrêmement grand. Et pourtant, on arrive à trouver des algorithmes qui s'exécutent en temps polynomial. D'accord? En n carré, en grand taux de n carré. Donc ça veut dire que même s'il y a un nombre de possibilités extrêmement important, peut-être qu'il existe un algorithme efficace qui permet, via des astuces, de trouver une solution beaucoup, beaucoup plus rapidement. On a eu un certain nombre d'idées. Par exemple, quand vous regardez le 4 par 4, vous vous dites que placer d'abord les 4 pièces du milieu, ça peut être intéressant. Parce que, est-ce que toutes les combinaisons sont possibles entre ces 4 pièces? C'est pas sûr. Donc vous allez réduire le nombre de possibilités, et pour chacune de ces possibilités, vous allez essayer de trouver un bord qui lui corresponde. Donc, quand vous allez jouer à ce jeu-là, le 4 par 4, en quelques minutes, vous allez vraiment trouver une solution. Parce que vous êtes des êtres humains, enfin j'espère qu'il n'y a pas de reptiliens dans l'assistance, mais normalement vous êtes des êtres humains, et donc vous êtes câblés d'une certaine manière qui fait que vous allez réussir à trouver une solution à ce petit problème. Mais par contre, quand on va passer au problème 16 par 16, votre capacité d'adaptation, là, elle sera plus suffisante. Il y a un truc qui se passe qui fait que c'est trop complexe et on n'y arrive plus. Alors, on a fait plusieurs tentatives de résolution. Là, étant donné, dans le 16 par 16, on s'est dit, ce qui pose problème, est-ce que c'est le bord ou est-ce que c'est les cases à l'intérieur? Et là, quand on passe à la version 16 par 16, on se rend compte que le nombre de cases qui sont à l'intérieur, là, le nombre de combinaisons, c'est là qu'il y a l'explosion combinatoire. Et qu'en fait, le bord, c'est beaucoup plus simple, en fait. Donc, avec 2 de vos camarades, ils y ont passé un été, on a fait un algorithme qui explorait toutes les possibilités pour les pièces du bord. Et donc, ils ont dû énumérer, un par un, tous les bords possibles. D'accord? L'objectif, c'était quoi? C'était d'avoir tous les bords possibles, et pour chacun de ces bords, voir si leur positionnement, enfin leur configuration, impliquait une impossibilité un peu plus loin. C'est-à-dire que, moi, naïvement, je me disais, une fois qu'on a un bord, on va essayer de faire la couronne à l'intérieur. Et ça se trouve, de la manière dont c'est mis, on ne va pas pouvoir placer la couronne intérieure. Vraiment, j'étais persuadé que cette idée-là était bonne. En fait, après 2 semaines de calcul sur un ordinateur, ils n'avaient toujours pas fini d'énumérer l'ensemble des bords possibles, et ils en étaient à plusieurs milliards, je ne sais plus combien de bords possibles ils ont trouvé, et qui tous étaient faisables. Donc rien que pour énumérer, pour lister ces bords, on a mis 2 semaines. Donc si pour chacun de ces bords, il avait ensuite fallu essayer de faire une couronne intérieure,
Voilà, c'est un échec cuisant. Ok. Autre possibilité, autre idée. On a pris toutes les pièces du puzzle, et chaque fois que 2 pièces étaient compatibles, on a fait un trait entre ces pièces. D'accord? Et ensuite, il se trouve que... Alors, c'est de la théorie des graphes, hein, on verra ça au second semestre, mais je vous explique le principe. Si on trouve... On va dire qu'on a un trait entre 2 pièces qui sont compatibles, qui partagent une même arête, d'accord, une même forme. Donc ces 2 pièces-là peuvent être mises côte à côte. L'objectif, c'était de trouver un cycle des pièces. On partait d'une pièce, on passait à la suivante, puis à la suivante, puis à la suivante, et que ce cycle soit de taille 256. En ayant un cycle de taille 256, peut-être que toutes les arêtes qui auraient été posées sur le plateau n'auraient pas été compatibles, mais en tout cas, on en aurait eu un grand nombre. Mais pour calculer ça, il fallait ça s'appelle un cycle hamiltonien, et il aurait fallu calculer ça dans le graphe que vous voyez. Et en fait, le problème d'un cycle hamiltonien, c'est quelque chose qui est assez dur. On va revenir dessus par la suite. Bref, ça, ce que je vous ai présenté là, c'était encore un échec. Troisième idée, utiliser une heuristique. Alors une heuristique, qu'est-ce que c'est? C'est un algorithme, mais un peu plus léger. C'est-à-dire que d'habitude, un algorithme a un objectif. C'est une succession d'opérations qui vous amène à un résultat clair, net, précis et défini. Une heuristique, c'est on va appliquer quelque chose tant qu'on peut le faire jusqu'à un certain moment. Alors je me suis dit, tiens, on va appliquer une heuristique sur Eternity 2. Alors j'en ai utilisé plusieurs en fait. J'ai utilisé une heuristique génétique, c'est-à-dire que je place l'ensemble des tableaux, enfin des pièces du tableau, les unes à la suite des autres. Je vais prendre 2 solutions possibles, 2 combinaisons, et je vais regarder combien elles ont de pièces compatibles les unes avec les autres. Combien il y a de bords qui sont bien placés. D'accord ? S'il y a trop de bords mal placés, j'élimine la solution. S'il y a suffisamment de bords bien placés, alors je conserve la solution. Ensuite, vous prenez les solutions les meilleures et vous essayez de les reproduire. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous allez prendre une première solution et vous allez regarder la succession la plus grande des pièces compatibles, bien placées. Et ensuite, vous allez prendre sur la deuxième solution le plus grand ensemble de pièces compatibles qui n'a pas déjà été sélectionné dans votre première solution. Et donc, vous allez combiner, créer une nouvelle solution avec ces 2 solutions-là d'avant. Et on va recommencer comme ça des milliers et des milliers de fois. Une autre heuristique beaucoup plus simple que j'ai aussi utilisée, ça a été de prendre une solution et prendre X pièces, alors X étant un paramètre de mon heuristique, et je vais réaliser une permutation de ces X pièces. Alors je vais sélectionner X pièces qui ne sont pas bien placées. C'est-à-dire, je vais prendre les X pièces qui ont le moins de bords bien placés. Je vais réaliser une permutation de ces pièces en me disant qu'il y a une probabilité que, du coup, elles aient quelques bords mieux placés. Et puis, pour être sûr, je vais appliquer des rotations sur chacune de ces pièces au maximum pour obtenir la configuration qui minimise le nombre de bords mal placés. Alors ça, cette heuristique-là, c'est ce qui a le mieux marché étonnamment. C'est vraiment, j'arrivais à, je crois que 70% des arêtes de mes pièces étaient bien placées. Les bords de mes pièces étaient correctement placés. Donc bien sûr, il y avait beaucoup d'erreurs, mais par rapport à ce que j'étais capable de réaliser moi en tant qu'être humain, ou algorithmiquement, c'était la meilleure solution pour le moment. Alors qu'on avait essayé de faire des choses intelligentes avant. Alors, la vraie question, c'est est-ce qu'il existe un algorithme polynomial permettant de résoudre ce problème? Et ça, c'est la vraie question.
Si oui, si cet algorithme existe, comment se fait-il que pour un problème qui a été créé en 2007, on n'ait toujours pas trouvé l'algorithme? Sachant que quand on est face au puzzle le plus dur du monde, vous imaginez bien qu'il y a plein de mathématiciens qui s'y sont collés. Il y a plein d'experts en puzzle qui s'y sont collés. Il y a plein de geeks qui s'y sont collés. Google s'y est collé. Facebook, je ne sais pas, mais ça ne m'étonnerait pas qu'ils aient tenté des techniques d'intelligence artificielle pour résoudre le problème sans y arriver. On a des collègues qu'on a croisés en conférence qui bossent pour un solver professionnel, et le jeu Eternity 2, ils ont pris des solutions, enfin ils ont pris du 5 par 5, et le 5 par 5 fait partie de leur benchmark. Voilà. Donc, étant donné qu'il y a énormément de gens qui s'y sont attelés, mais d'un point de vue professionnel, je veux dire, et du point de vue du hobby, ce qui est aussi une grande source d'innovation, personne n'a trouvé cet algorithme-là. Alors, s'il existe, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas trouvé? Est-ce que ça signifierait, par exemple, que l'être humain a une forme d'intelligence qui serait incompatible avec ce problème, ou trop limitée? Et alors, si cet algorithme-là n'existe pas, pourquoi il n'existe pas? Est-ce que c'est la nature du problème en soi qui est tellement complexe qu'on ne pourrait pas le résoudre en temps polynomial? Vous voyez la question? Parce que jusqu'à présent, on a parlé de complexité des algorithmes, mais à aucun moment on s'est intéressé à la nature du problème que l'algorithme résolvait. Et là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que vos algorithmes résolvent des problèmes, mais que tous les problèmes ne sont pas égaux, et qu'il y a des problèmes qui sont faciles à résoudre. Est-ce que ce nombre-là est pair ou pas? Ça, c'est instantané. Par contre, trouver une solution pour le jeu Eternity 2, eh ben ça, c'est pas instantané du tout, et c'est même encore jamais arrivé. La réponse, est-ce qu'il existe ou est-ce qu'il n'existe pas? Eh ben c'est on ne sait pas. Alors je vais vous montrer quelque chose, un phénomène qui est impressionnant. C'est que quand on prend cette configuration-là du jeu Eternity, d'après vous, est-ce que cette configuration-là est correcte ou pas? Est-ce que le problème est résolu? Vous voyez qu'il y a des bords qui sont mal placés. Alors il y en a un certain nombre, hein. J'avais la même image avec toutes les erreurs qui étaient surlignées. Il y en a une dizaine des erreurs, mais la plus flagrante, elle est ici, en bas à gauche. Mais alors, vous comprenez que c'est assez surprenant. On n'est pas capable de trouver une solution, mais par contre, vérifier qu'une combinaison est une solution, ça se fait très rapidement. Vous voyez que donc il y a deux choses. Trouver une solution, c'est un problème. Vérifier la solution, c'est beaucoup plus facile. Alors, cette constatation, ça nous amène à la grande question que les mathématiciens et les informaticiens se posent. C'est l'un des problèmes du millénaire. Si vous trouvez la solution, vous gagnez $1 million. Alors, j'ai pas résisté à vous mettre cet article-là dans mes slides. Alors, je l'ai pris du magazine Tangente. De ce mois-ci, il y a un hors-série, numéro 75, consacré à la recherche opérationnelle. Alors, cet article, bon, je vais vous laisser le lire, mais grosso modo, ça parle de Jack Edmonds. Alors, Jack Edmonds, j'ai eu la chance de pouvoir le voir présenter en conférence. C'est une personne qui est assez âgée, hein, parce qu'il est né en 1934.
c'est un grand nom de l'algorithmique. Et quand il a fait sa conférence, tous mes collègues m'ont dit « Ah là, il faut absolument aller le voir parce que ça va être extraordinaire. » Et effectivement, le niveau scientifique est extraordinaire, mais en même temps, rien que sa personnalité est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il a commencé à nous faire une preuve au tableau. Donc il a commencé à parler. « Ah, aujourd'hui, j'ai envie de parler de ça. » Et puis il nous fait une preuve, une démonstration au tableau. Et puis tout d'un coup, il s'arrête et il nous dit « On s'ennuie. » Est-ce que ça vous dérange? Seriez-vous d'accord pour que je mette un petit peu de jazz? Personne n'a osé dire non, évidemment. Et donc, on s'est retrouvés dans l'amphi. Il a mis du jazz, évidemment trop fort, parce qu'il fallait qu'il entende. Et lui, il continuait à faire une explication mathématique hyper ardue au tableau. Voilà. Alors, c'est Jack Edmonds. Et alors, il se trouve qu'il a travaillé sur les graphes. Et en particulier, donc c'est avec Claude Berge, donc Claude Berge qui est un autre grand scientifique français, Claude Berge a travaillé sur les couplages de taille maximum. On verra ce que c'est comme problème au second semestre, ne vous inquiétez pas, mais c'est juste, il parlait de ça. Et il a trouvé un algorithme pour trouver le couplage de taille maximum. Et donc, moi je l'ai mis parce que je trouve ça formidable, Jack Edmonds, qui était dans la salle de conférence, s'est levé au milieu de la salle et lui a dit « Claude, ton algorithme, il pue. » Ce qu'il dit, c'est qu'il faut que ça s'exécute en temps polynomial. Et alors, à partir de là, Jack Edmonds, il a cherché c'était la veille de sa propre présentation, dans la même conférence. Et donc, il s'est mis à réfléchir à l'algorithme de Claude Berge en se disant « mais il est nul son algo », et à essayer de trouver mieux. Et c'est là qu'il s'est dit « mais il y a un truc, il y a des problèmes qui ont l'air qu'on peut résoudre en temps polynomial, et d'autres qu'on ne peut pas résoudre en temps polynomial. » Bon, concrètement, en une nuit, avec une dispute scientifique, eh ben, ils ont mis les bases de la complexité. Alors, bon, vous lirez l'article que je trouve très sympa, mais ça ramène à une autre histoire, en fait. C'est qu'est-ce qui est calculable de qu'est-ce qui n'est pas calculable. Alors, j'ai pas mis le livre dans les slides, mais il y a un livre, une BD que je trouve extraordinaire. Ça s'appelle Logicomics. Vous allez apprendre à la fois sur de la philosophie, sur théâtre, opéra, mais surtout sur ce qu'est la science informatique. Et je vous assure que ce bouquin-là, il est extraordinaire. Donc, si vous êtes intéressé par l'histoire de votre science, lisez-le, parce que vraiment, c'est extraordinaire. P et NP sont des classes de problèmes. Alors, P, c'est la classe des problèmes de décision pour lesquels il existe un algorithme de résolution qui s'exécute en un temps qui est polynomial en la taille des données. Si un problème est dans la classe P, on dit qu'il est praticable. Et s'il n'est pas dans P, alors on dit qu'il est impraticable. Qu'est-ce que ça signifie? Vous avez vu au cours précédent, quand je vous ai montré des ordres de grandeur de complexité, qu'il y a des ordres de grandeur de complexité qui sont atteignables pour des grandes tailles de problèmes, et d'autres qui, au contraire, sont inatteignables. C'est ça que ça signifie ici. Tant qu'on reste polynomial ou moins, alors c'est praticable. Sinon, c'est impraticable, ce qui signifie que la nature même du problème est trop complexe pour qu'on puisse le résoudre sur des grandes tailles de données en entrée. La classe NP, c'est la classe des problèmes, de décision toujours, pour lesquels il est possible de vérifier en temps polynomial qu'une solution est correcte. On a une troisième classe, qui est NPC. Alors NPC,
C'est la classe des problèmes qui sont NP complets. Alors, les problèmes NP complets, donc bien sûr, ils sont dans NP, c'est-à-dire qu'en temps polynomial, on est capable de vérifier qu'une solution est correcte. Mais surtout, pour chaque problème de NP, il existe une transformation polynomiale de ce problème-là vers n'importe quel problème de la classe NPC. Ça signifie quoi? Vous êtes sur un problème NP et vous vous demandez s'il existe un algorithme polynomial pour le résoudre. Si vous arrivez, via une transformation polynomiale, à ramener votre problème à un problème de NPC, et si vous trouvez un algorithme qui s'exécute en temps polynomial, ça signifie en fait que vous avez trouvé une solution, un algorithme qui s'exécute en temps polynomial pour tous les problèmes de la classe NPC. Alors, quand on dit d'un problème de décision qu'il est NP complet, ça veut dire qu'il est au moins aussi difficile que n'importe quel autre problème de la classe NP. Vous comprenez que là, ce qu'on est en train de faire, c'est une classification des problèmes et de leur nature intrinsèque, de leur difficulté intrinsèque. Cette histoire de réduction, c'est-à-dire partir d'un problème et aller vers un autre problème, c'est ce qu'on a fait, c'est ce que je vous présente ici. Alors c'est un schéma que j'ai pris sur Wikipédia. En fait, quand vous avez le problème du voyageur de commerce, eh ben, il existe une transformation polynomiale qui vous emmène au problème du cycle hamiltonien. Problème du cycle hamiltonien dont je vous ai parlé dans le jeu Eternity 2, où j'ai essayé de trouver un cycle qui passait par chacune des pièces une fois et une seule fois, et qui revenait sur la même pièce de départ. Le cycle hamiltonien peut être ramené au problème du vertex cover, sur lequel j'ai réalisé ma thèse. Le problème du vertex cover peut être ramené en temps polynomial au problème de la clique maximum. Alors, la grande question, c'est est-ce que P est égal à NP? Donc je vous ai dit que tous les problèmes de NP, on avait une classe NPC et qu'il existait des transformations polynomiales qui permettaient au problème de NP de rentrer dans NPC. C'est ce que j'ai dit. Mais est-ce que les problèmes de P, est-ce qu'il existe une transformation polynomiale allant d'un problème P à un problème NPC? Ça revient à dire, est-ce qu'il existe un algorithme qui s'exécute en temps polynomial permettant de résoudre l'un des problèmes de la classe NPC? Si vous, en tant qu'étudiant, vous trouvez un algorithme qui s'exécute en temps polynomial et qui résout un problème NP complet, félicitations, vous gagnez $1 million. Donc ça, c'est la beauté de la chose, c'est que si vous voulez montrer que P est égal à NP, il vous suffit de trouver un algorithme. Donc j'ai envie de dire que d'un point de vue mathématique, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de bagages. Il suffit de trouver un algorithme et de montrer qu'il retourne bien une solution correcte. Donc ça, c'est atteignable pour vous. Là où ça sera dur, c'est si P est différent de NP. C'est-à-dire que s'il y a vraiment une séparation entre les problèmes polynomiaux et les problèmes NP complets. C'est-à-dire que s'il n'existe pas d'algorithme polynomial pour les problèmes de la classe NPC, ça implique que les problèmes de P sont séparés, et il faudra une preuve mathématique pour montrer cette différence. Alors chaque année, on a des scientifiques qui proposent des preuves pour montrer que P est différent de NP, et des preuves qui sont assez convaincantes, je dois dire, sur le coup, quand on les lit, mais quand il y a des experts qui arrivent, qui scrutent le papier dans tous les détails, il y a toujours des erreurs de raisonnement. Parce qu'en fait, ces preuves-là, elles sont extrêmement complexes du fait qu'elles font intervenir plein de branches différentes des mathématiques. Et donc, ils passent d'une branche à l'autre, tac, 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 comme ça,
et donc à un moment, il y a une erreur et ça ne marche pas. Mais c'est vrai que ça fait plusieurs fois qu'il y a des papiers qui interrogent la communauté scientifique quand même. Voilà. Donc là, ce qu'on a vu en résumé, c'est ça. Si P est différent de NP, on a les problèmes qui sont NP complets, qui sont dans la classe NP, et on a les problèmes de P qui sont donc séparés. Donc ceux-là, évidemment, et j'ai oublié de vous dire que les problèmes NP complets sont évidemment tous les problèmes qui intéressent les industriels. Donc l'objectif de ce cours, c'était de compléter ce qu'on avait vu les 2 premières séances pour vous montrer qu'il ne suffit pas de chercher l'algorithme avec la meilleure complexité, il faut aussi considérer le problème que vous souhaitez résoudre, parce que les problèmes ont une nature intrinsèque, une difficulté intrinsèque, qui fait qu'ils peuvent être faciles à résoudre ou au contraire très difficiles à résoudre. Alors évidemment, je vais vous donner un exemple de problème NP complet. Très souvent, il y a des problèmes pour lesquels trouver une solution, ça revient juste à parcourir tous les sous-ensembles de votre ensemble et à prendre celui qui est le meilleur du point de vue du critère que vous avez décidé au préalable. Alors le problème de la somme de sous-ensembles, c'est le suivant. Vous avez un ensemble d'entiers. Est-ce qu'il existe un sous-ensemble de cet ensemble tel que la somme des éléments vaut K, un autre entier? Par exemple, si je prends l'ensemble -8, -3, -2, 4 et 5, et K égale 0, est-ce qu'il y a un sous-ensemble dont la somme des éléments vaut 0? Bon, moi je vous dis oui, hein. Mais est-ce que vous avez une idée de quel sous-ensemble? Si je prends -3, plus -2, ça fait -5, plus 5, ça fait 0. On est d'accord? Donc ça, c'est un sous-ensemble dont la somme des éléments vaut 0. On aurait très bien pu prendre le sous-ensemble vide. Je ne prends aucun des éléments, la somme de rien, c'est 0. Ok? Par contre, si je prends l'ensemble -6, -1, 2, 3, 8, je n'ai pas de sous-ensemble qui permettent d'arriver à K égale 15. Rien pour s'en convaincre, il suffit de faire la somme de tous les positifs. 8 plus 3, ça nous fait 11. Plus 2, ça nous fait 13. Donc on n'arrive pas à 15, même en additionnant uniquement les entiers positifs. Donc là, la réponse, c'est non. Alors maintenant, imaginons, je vous donne un ensemble en entrée et une valeur K, et vous devez écrire un algorithme qui va me donner la réponse. Comment est-ce que vous feriez? On va énumérer tous les sous-ensembles. Et pour chaque sous-ensemble, on va faire la somme des éléments. Donc, à chaque sous-ensemble, on va voir quelle est la valeur de cet ensemble. Et si on trouve un sous-ensemble qui vaut la valeur K passée en argument, alors on pourra répondre oui. Et si on a énuméré tous les sous-ensembles et qu'il n'y en a aucun dont la somme vaut K, alors ça veut dire que non, il n'existe pas. Comment on fait? Alors tout d'abord, j'ai pris un exemple. On va prendre un ensemble qui vaut -1, 2, 4 et 5. Et puis j'ai énuméré tous les ensembles, enfin tous les sous-ensembles, pardon, à la main. D'accord? Donc au départ, j'ai un ensemble vide, donc ça vaut 0. Un seul élément, ça vaut la valeur de l'élément. J'ai pris 2 éléments, voilà, etc., etc. Et vous voyez que pour chaque sous-ensemble, j'ai une somme. D'accord? La 10, c'est quoi? C'est 2 plus 4 plus 5, ça me fait 11. Moins 1, ça fait 10. C'est clair pour tout le monde, ça? Maintenant,
c'est la même chose, les mêmes sous-ensembles dans le même ordre. J'ai juste numéroté dans l'ordre ces sous-ensembles-là. Parce que, effectivement, quand vous regardez les sous-ensembles, on pourrait se demander pourquoi j'ai mis deux ensembles à un seul élément, puis un sous-ensemble à deux éléments, puis un sous-ensemble à un élément. C'est vrai que si on fait ça à la main, intuitivement, c'est un peu bizarre. Mais vous allez voir le raisonnement. Donc, on va numéroter chacun de ces sous-ensembles-là avec un entier. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Maintenant, pour chacun de ces entiers, on va prendre la décomposition en base 2. D'accord? Voilà. Alors là, regardez. Pour 0, j'ai que des 0 partout. Pour 1, j'ai que des 0, sauf ici un 1. En fait, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décomposé en base 2 de sorte à obtenir autant de chiffres en base 2, donc de 0 et de 1, qu'il n'y a d'éléments dans l'ensemble que je considère. Et donc, chaque fois qu'il y a un 1, ça veut dire que je le prends dans mon sous-ensemble, et s'il y a un 0, ça veut dire que l'élément de même rang, je ne le prends pas. Par exemple, si on prend la valeur 5 ici, j'ai d'abord 0, donc je ne prends pas l'élément d'indice 0. Ensuite, j'ai un 1, ça veut dire que le deuxième élément, celui d'indice 1, je le prends. Ensuite, j'ai un 0, donc l'élément d'après, je ne le prends pas. Et ensuite, j'ai un 1, ça veut dire que l'élément d'après, je le prends. Donc, j'ai pris 2 et 5. Parce que, qu'est-ce que c'est qu'un entier qu'on décompose en base 2? C'est que des puissances de 2, et ça veut dire oui ou non. Quand on a un entier sur un certain nombre de bits, combien de valeurs différentes est-ce qu'on peut coder? Si vous avez juste un bit, dedans, vous pouvez mettre 0 ou 1. Vous avez donc deux valeurs que vous pouvez coder avec un bit. Si vous aviez 2 bits, combien de valeurs différentes vous pouvez coder? Chaque bit peut valoir 0 ou 1. Ça nous fait donc 2 valeurs fois 2 valeurs. Ça nous fait 4 valeurs différentes. On aurait pu avoir 0, 0, 0, 1, 1, 0 ou 1, 1. On est d'accord? Chaque fois que vous rajoutez un bit, vous multipliez par 2 le nombre de valeurs différentes que vous pouvez coder. Mais donc, ça veut dire que sur n bits, vous pouvez calculer 2 puissance n valeurs différentes. Donc si à chacune de ces valeurs, vous faites correspondre un des sous-ensembles, on a gagné. Donc, la technique pour énumérer tous les sous-ensembles, c'est la suivante. Pour un ensemble de taille n, on va réaliser une boucle qui part de 0 et qui va jusqu'à 2 puissance n-1 inclus. À chaque tour de boucle, on va prendre la valeur de la variable de boucle et on va la décomposer en base 2 sur exactement n bits. Donc cette décomposition, elle est unique. Et le im bit de cette décomposition va nous indiquer si le im élément de notre ensemble doit être pris dans notre sous-ensemble ou non. Si c'est 0, on ne le prend pas. Si c'est 1, on le prend. Voilà. Donc grâce à cela, vous êtes capable d'énumérer tous les sous-ensembles possibles d'un ensemble et donc de résoudre le problème de la somme de sous-ensembles. Le problème de la somme de sous-ensembles est un problème qui est NP complet. Ça veut dire que, a priori, si P est différent de NP, c'est ce qu'on peut supposer raisonnablement parce qu'on n'a pas trouvé d'algorithme polynomial qui résout ne serait-ce qu'un seul problème de NPC. Donc, il n'existe pas d'algorithme en temps polynomial qui permet de résoudre le problème de la somme de sous-ensembles. C'est-à-dire que du point de vue de la complexité, on n'est pas capable de faire mieux, en ordre de grandeur, que d'énumérer
tous les sous-ensembles possibles de l'ensemble de départ. Alors en fait, il existe des petits algorithmes qui vont être un peu meilleurs, mais qui resteront exponentiels. Alors, je vais me permettre une légère digression. Donc je ne vous l'ai pas mis parce que c'était en Python et puis que ce n'était pas encore très propre. Je vous promets que je vous présenterai des slides dans un autre cours, mais avec le même étudiant dont je vous ai parlé tout à l'heure de master, avec qui on a fait du machine learning sur les patients atteints du Covid, on a essayé d'améliorer les performances des différents algorithmes de machine learning. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà regardé un petit peu comment ça fonctionnait, l'apprentissage automatique, mais concrètement, vous avez des données d'entrée. Donc, pour chaque patient, vous avez la liste des symptômes, patati patata, vous avez sexe, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme, est-ce qu'on a son poids, on a sa taille, on a tout un tas d'informations. La température, est-ce qu'il a le nez qui coule, est-ce qu'il tousse, etc., etc. Et alors, quand on prend toutes ces données-là, on va essayer d'apprendre. Donc, on va utiliser une méthode d'apprentissage automatique qui, à partir de toutes ces données-là, va s'auto-configurer pour essayer d'avoir la meilleure qualité prédictive possible sur un autre ensemble de données. Donc, initialement, vous avez un ensemble de données, vous le découpez, vous en prenez une certaine portion que vous n'utilisez pas dans votre apprentissage et qui va vous servir à tester. Vous apprenez sur le premier ensemble de données et ensuite vous testez sur le deuxième ensemble que vous avez conservé. Et alors, ces algorithmes-là, ils sont assez sensibles à la qualité des données. Mais parfois, dans les données qu'on va donner en entrée, il y a des données qui ne servent à rien, qui ne sont pas du tout utiles à l'apprentissage. Mais on n'est pas capable de déterminer au préalable quelles sont ces données qui sont inutiles lors de l'apprentissage. Le problème, c'est que quand vous avez des données qui sont inutiles du point de vue de l'apprentissage, elles risquent de perturber votre mécanisme d'apprentissage. C'est-à-dire que la qualité prédictive du modèle que vous allez réaliser va être moins bonne uniquement par la simple présence de certaines données. Donc, il va falloir éliminer ces données-là qui sont en trop. Mais on ne sait pas les détecter. Comment faire? Eh bien, on a pris tous les sous-ensembles de données, c'est-à-dire on a 13 colonnes, 13 informations, donc âge, taille, poids, des choses comme ça, et on a fait tous les sous-ensembles possibles. Et pour chacun des sous-ensembles, avec la même méthode d'apprentissage, on a réalisé un apprentissage et on a réalisé un test. Alors là, sur des données liées au risque de crise cardiaque, il me semble, notre apprentissage, initialement, avec toutes les données, on obtenait un score d'environ 74%. C'est-à-dire que on était capable de prédire si oui ou non il allait y avoir un incident cardiaque avec une probabilité de 74%. Ce qui veut dire que dans 26% des cas, on se trompait. Et en réalisant cette méthode, qui est extrêmement coûteuse de sélection de variables, on a réussi à améliorer la qualité prédictive et on est monté à 77%. Alors, je suis d'accord que ce n'est pas extraordinaire. Hein. On n'est pas passé de 74 à 98. Ça aurait été formidable. Mais on a quand même une nette amélioration de 3% de la qualité prédictive de notre algo. Et ça, clairement, c'est une véritable utilité de l'énumération des sous-ensembles. D'accord? Parce que si vous faites de l'apprentissage automatique, et vous en ferez sûrement, il va falloir faire de la sélection de variables. Voilà.
Bon, écoutez, c'est la fin de ce cours. Et je vous dis à la prochaine fois. Et par contre, là, cette fois-ci, je vous promets, c'est fini avec la complexité.